Alors les lichens, on peut les trouver absolument partout, sur les rochers, sur les troncs, sur des milieux assez hostiles. Et c'est une première question qu'on peut se poser, comment poussent-ils là? Voilà par exemple des lichens qui poussent sur une écorce d'arbre. On a d'ailleurs ici une grande diversité de formes de lichens qui recoupent les grands types morphologiques. Il y a complètement prostrés sur l'écorce ce que l'on appelle les lichens crustacés, qui n'ont pas de surface inférieure délimitée propre et qui sont donc complètement plaqués sur le substrat qui leur sert de surface inférieure. On a des lichens comme celui-ci, qui sont des lichens foliacés, qui font des feuilles qui se décollent peu ou prou du substrat, mais qui y adhèrent par certains points. Et puis finalement, on a également des lichens que l'on dit fruticuleux ou arbusculeux, qui sont des lichens qui ont la forme de petits arbustes et qui, eux, n'adhèrent que par leur base au substrat. Enfin, et ça c'est souvent méconnu, il y a une dernière forme de lichen qu'on appelle les lèpres ou lichens en poudre, qui n'ont pas de surface supérieure et qui sont simplement une poudre, généralement localisée dans des endroits où il n'y a pas de ruissellement, et où donc ils ne risquent pas d'être entraînés, ils se nourrissent plutôt à partir de l'air. Bien, alors, on peut considérer ça comme des organismes à part entière. Pour le coup, c'est ce qui s'est passé jusqu'au 19e, où on ne savait pas très bien où classer les lichens, mais on mettait ça à côté des mousses ou à côté des algues. Mais qu'en est-il réellement? Nous allons regarder ça de près en prenant 3 lichens qu'on peut très facilement trouver dans tous les environnements, en évitant les zones polluées où les lichens poussent très mal, donc en évitant les centres-villes, on trouve facilement, d'une part, ce lichen ici, fruticuleux, qu'on appelle mousse de chêne, c'est Evernia prunastri. Il va nous permettre de faire des très belles coupes. Et puis nous pouvons ramasser sur des branches ce lichen orange qui pousse souvent sur un lichen plus gris. Le lichen orange est la Xanthorie, Xanthoria parietina. Elle pousse sur un lichen gris qui s'appelle Physia, Physia ascendens. Et cela nous montrera des organes reproducteurs du lichen. Alors on va utiliser Evernia prunastri, qui est ce lichen blanc à sa face inférieure et vert à sa face supérieure, pour réaliser des coupes. On va donc faire de très nombreuses coupes qu'on va ensuite monter dans l'eau distillée. Et comme l'intérieur du lichen est hydrophobe, ça c'est vraiment une chose importante et méconnue, il y a des bulles d'air qui sont prisonnières à l'intérieur des coupes, il va falloir chauffer le lichen. Le chauffage permet d'évacuer les bulles qui rendent la préparation opaque. Alors voilà la coupe au microscope qui présente plusieurs zones sur lesquelles nous reviendrons. Et quand on zoome, en particulier dans la zone la plus colorée qui est verte, on s'aperçoit d'une dualité de structure. Il y a des petites cellules vertes et des longues cellules filamenteuses incolores. Schwendener, en 1866, a proposé que derrière ce qu'on appelle un lichen, il y ait des algues et un champignon. Cette hypothèse à petit et petit était acceptée, après en particulier qu'on ait été capable de cultiver séparément l'algue et le champignon et de refaire un lichen en les associant ensemble. Il y a donc une dualité de structure. D'ailleurs, le nom du lichen, par exemple ici, Evernia prunastri, la mousse de chêne, c'est en fait le nom du champignon. Et l'algue elle-même, par ailleurs, a un autre nom. Ici, ce sont des Trebouxia. Ainsi, il y a 2 partenaires qui forment une association dont on peut se demander quel est le fonctionnement. En réalité, l'algue est complètement emballée dans le champignon qui la protège, et toute l'eau et les sels minéraux que va pouvoir utiliser l'algue vient nécessairement par le champignon. Tandis que l'algue réalise la photosynthèse, et de façon intéressante, quand on regarde la structure d'ensemble du lichen, on voit très bien qu'elle est surtout située à la face supérieure, même s'il y en a parfois à la face inférieure, donc là où elle reçoit la lumière, l'algue effectue la photosynthèse et donne une partie des produits de la photosynthèse aux champignons. Ainsi, on est dans un échange produit de la photosynthèse contre eau et sels minéraux. C'est une association à bénéfice réciproque, c'est une symbiose mutualiste. Alors maintenant, il ne faudrait pas voir cette association comme simplement l'ajout des propriétés des partenaires, car réellement lorsqu'ils interagissent, ils gagnent de nouvelles propriétés. La première qui va m'intéresser,
c'est une propriété morphologique pour le champignon. Si l'on regarde de nouveau cette coupe, nous avons tout à l'heure brièvement évoqué qu'il y avait plusieurs couches. Une couche formée purement de champignons. Une couche formée purement de champignons qui opère une protection de l'association. Cette couche protectrice protège une couche à algues, puis passe à une couche où les filaments de champignons sont beaucoup plus dilacérés. C'est cette couche qui est hydrophobe et c'est la raison pour laquelle il faut chauffer les lames pour expulser les bulles, car en effet, sinon, elle est complètement opaque à cause des bulles qu'elle retient. Et puis, quand on va vers la zone inférieure, on peut retrouver quelques algues et de nouveau une zone protectrice. Ainsi, si l'on revient en arrière, on a deux cortex protecteurs qui encadrent une zone photosynthétique et une zone aérifère. Eh bien, dans ce cas-là, on vient de décrire la structure d'une feuille avec un épiderme protecteur, une couche photosynthétique, le parenchyme palisadique, une couche aérifère où circulent les gaz et qui est en général relativement hydrophobe pour ne jamais être ennoyé, et puis de nouveau un épiderme protecteur. En réalité, le champignon, lorsqu'il rencontre l'algue, subit une modification morphologique qui met en place une structure morphologiquement identique et fonctionnellement identique à celle d'une feuille. C'est une convergence évolutive et qui, pour le coup, assure la fonction de photosynthèse de façon améliorée pour le couple algue-champignon. La seconde émergence, c'est-à-dire la seconde propriété que présentent les partenaires lorsqu'ils sont associés, mais pas lorsqu'ils sont dissociés, c'est la synthèse de métabolites secondaires qui vont protéger l'association des agressions. Et là, le bon exemple, c'est celui que nous avons ramassé tout à l'heure, à savoir ce lichen orange, la xanthorie, qui comporte un composé orange que l'on peut d'ailleurs faire virer en ajoutant dessus de la potasse. Il vire alors à une très belle couleur pourpre. Ces composés du métabolisme secondaire permettent souvent d'identifier les lichens par des réactions colorées, mais avant tout, ils sont à la base des applications tinctoriales des lichens. Mais plus concrètement, et pour la biologie de l'association, ces composés sont photoprotecteurs, c'est le cas de la pariétine, ou toxiques pour les herbivores, car elles contiennent de nombreux cycles aromatiques, et c'est aussi le cas de la pariétine, ils protègent contre les attaques de brouteurs ou d'insectes qui pourraient consommer ces lichens. Alors, un aspect vraiment important dans une symbiose est de comprendre comment les deux partenaires se retrouvent associés ensemble à chaque génération. Et de ce point de vue-là, les lichens sont assez exemplaires des deux stratégies qui existent dans les symbioses en général. La première stratégie consiste à ne jamais se séparer. Elle est illustrée par ces petits lichens gris, les Phycia, dont on a dit qu'ils vivaient toujours, et on va d'ailleurs bientôt comprendre pourquoi, qui sont toujours associés au lichen orange, la xanthorie, il y a toujours à côté ce lichen gris. Ces Phycia, quand on veut les observer de près, il faut bien sûr les réhumecter. Toujours quand on observe des lichens à l'albino, ou comme on va le faire ici, au microscope en utilisant le faible grossissement et un éclairage superficiel, il faut réhumecter. Et nous allons prendre quelques squames et les monter à l'albino. On voit ici à l'écran parfaitement les squames dotés de petites expansions pointues protectrices de ce lichen, le Phycia qui est vert par-dessus et blanc par en dessous. Si l'on circule un petit peu, il arrive que certaines squames apparaissent vues de côté ou du dessus et on devine qu'à ce moment-là, elles sont éventrées et laissent apparaître la couche à algues. Nous allons changer de grossissement pour voir de plus près cette structure. On voit très bien ici des petites particules, comme un sable, des petits grains verts, qui sont des groupes de filaments entourant des algues. Et ces petites particules peuvent se disperser dans le milieu, c'est des fragments de la couche à algues, et ils vont reproduire des lichens à l'identique, car les deux partenaires se reproduisent ensemble. Au passage, dans ces cas-là, c'est toujours les mêmes partenaires qui sont ensemble. Certains lichens d'ailleurs optimisent cette stratégie. Nous avons parlé un peu plus haut des lèpres, ces lichens poudreux qui n'ont pas de cortège protecteur. Eux, d'emblée, ont une structure qui les prépare à une dispersion par le vent. Dans le second type de stratégie, les deux partenaires se reproduisent séparément,
et se retrouvent ensemble. Le champignon des lichens illustre assez souvent cette stratégie car il produit des spores dépourvus d'algues. C'est ici qu'il faut revenir à la xanthorie, le lichen orange, qui possède souvent des structures reproductrices, productrices de spores. Nous allons ici de nouveau la regarder à l'albino ou au microscope au faible grossissement avec un éclairage superficiel. On voit très bien ici ces cupules qui évoquent des pésises, donc, qui sont en fait des organes reproducteurs, au fond desquels sont produites des asques qui contiennent des ascospores. Ces spores sont libérées et évidemment, il n'y a pas d'algues à côté de ces spores et elles devront retrouver dans le milieu l'algue qui se sera reproduite de son côté. Et il y a de grands types de stratégies de ce point de vue-là. Soit l'algue existe à l'état libre et certaines spores auront la chance de retrouver l'algue et de reconstituer un lichen, sans quoi généralement le champignon ne survit pas. Soit, et la xanthorie est de ce point de vue très intéressant, les spores vont voler, entre guillemets, c'est-à-dire prendre en main les algues d'un autre lichen. Et ceci nous explique la coexistence des physia et des xanthories. Les spores de xanthorie à la germination récupèrent les algues de physia sur lesquelles ils s'installent, dont ils volent les algues, et à la place desquelles ils s'installent bientôt. Ce qui fait que lors de l'observation à la loupe binoculaire, on peut très souvent voir sur les physia des squamules de xanthorie en train de s'installer. Voilà une image de cela où on voit très bien ici une xanthorie qui commence à grandir sur un physia. Il est évident que cette seconde stratégie présentera un risque, celui de ne pas retrouver d'algues, mais elle a un intérêt, c'est que l'algue qui est retrouvée vit à l'endroit où s'installe la spore et est donc potentiellement plus adaptée. Il y a une opportunité de changer de partenaire qui permet éventuellement de s'adapter à d'autres niches écologiques ou à d'autres milieux. Et donc ces deux stratégies, la transmission, la reproduction conjointe des partenaires d'une part et la réacquisition d'un partenaire dans le milieu présentent des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Ne pas changer de partenaire avec l'assurance du partenaire, ou bien changer de partenaire mais sans l'assurance du partenaire. Mais au total, il y a de la place pour les deux stratégies, et ceci est vrai pour toutes les symbioses. Finalement, ces lichens qui ont une unité morphologique n'ont pas une place phylogénétique unique. Ils sont constitués d'un champignon et d'une algue. Et d'ailleurs, cette association, l'association lichénique, est apparue à plusieurs reprises dans l'évolution, d'abord dans celle des champignons, des ascomycètes et des basidiomycètes, au moins une dizaine de fois, et puis également parmi les algues terrestres, les algues vertes microscopiques terrestres, dont une demi-douzaine de groupes, probablement au moins, sont rentrés en association avec des champignons. C'est donc une association polyphylétique. Et derrière l'unité morphologique se cache donc une symbiose, c'est-à-dire une coexistence durable et à bénéfice réciproque des partenaires. Cette coexistence ajoute leurs propriétés, photosynthèse de l'algue, capacité à aller chercher des aliments minéraux dans le milieu du côté du champignon, associe donc les capacités des partenaires, mais permet également l'émergence de nouvelles propriétés comme la morphologie de l'association, ce que l'on appelle souvent le thalle lichénique, qui est en fait quelque chose que le champignon ne met en place qu'avec l'algue, et puis également des métabolites secondaires, ces substances lichéniques. Cela reflète que dans la symbiose, il y a souvent plus que les propriétés des partenaires, il y a des propriétés qui émergent. Et en fait d'émergence, d'ailleurs, nous avions commencé en rappelant les milieux extrêmement hostiles dans lesquels vivent beaucoup de lichens, roches nues, écorces, avec très peu d'aliments. En réalité, il y a une autre émergence qui est une émergence écologique. Les partenaires sont beaucoup plus résistants ensemble qu'ils ne le seraient séparément et ils parviennent à vivre avec succès dans des milieux où séparément ils ne pourraient pas s'installer. Les lichens sont donc une merveilleuse histoire de symbiose, j'allais dire depuis le début, puisque c'est quand même historiquement l'un des premiers exemples qui a mis sur la voie du concept de symbiose à la fin du 19e siècle.